Durant les premières années de la guerre, les tankistes allemands furent élevés au rang d'élite. Jeunes, hautement entraînés, ils pilotaient des machines comme le Tigre I, symbole de puissance absolue sur le champ de bataille. Leurs noms figuraient dans les actualités, leurs photos servaient au recrutement et leurs prouesses tactiques étaient documentées avec une obsession de propagande. Mais à partir de 1944, cette image vola en éclats. La guerre blindée n'offrait plus de gloire, mais des embuscades, de l'usure et une mort insensée. Nombreux furent ceux qui périrent sans affronter l'ennemi. D'autres furent littéralement désintégrés à l'intérieur de leurs chars. Même les plus légendaires devinrent des cibles prioritaires, traqués jusqu'à leur destruction dans des combats sans air, sans munitions et sans issue. Qu'est-il arrivé aux As de l'acier lors de l'effondrement du Reich? Comment certains d'entre eux ont-ils survécu? Michael Wittmann, la machine de propagande. Issu de la campagne bavaroise, le SS Obersturmführer Michael Wittmann est devenu le visage le plus emblématique de l'élite blindée allemande. Sa transformation de paysan à icône de la propagande illustre la manière dont le régime nazi a fabriqué des héros pour alimenter un discours de supériorité qui s'est effondré sous le poids de la réalité militaire. Né à Vogeltal en 1914, Wittmann grandit dans une Allemagne humiliée par la défaite de 1918. Il passe sa jeunesse à travailler dans les fermes, ce qui forge le caractère méticuleux qui le distinguera plus tard au combat. En 1937, son attirance pour les forces d'élite le conduit à s'engager volontairement dans la Leibstandart SS Adolf Hitler, unité initialement chargée de protéger le Führer. Son ascension initiale fut progressive mais constante. Lors des invasions de la Pologne et de la France, Wittmann fit preuve d'un talent exceptionnel d'artilleur, mais resta largement méconnu lors des victoires collectives. Sa véritable ascension commença dans les vastes steppes soviétiques, où les conditions de combat favorisaient les embuscades à longue portée qui allaient devenir sa spécialité. Le passage au Tigre I en 1942 marqua un tournant décisif. Ce mastodonte de guerre, doté d'un blindage frontal invulnérable à la plupart des armes anti-chars alliées, était l'instrument idéal pour un commandant de son tempérament. Wittmann maîtrisait non seulement les aspects techniques du véhicule, mais développait également une doctrine tactique sur mesure qui maximisait ses atouts. Sa méthode de combat alliait une patience extrême à une violence soudaine. Il préférait établir ses positions de tir depuis des hauteurs naturelles ou des lisières de forêt, attendant que les colonnes ennemies soient à portée idéale avant d'ouvrir le feu. Sa compréhension instinctive de la balistique du canon de 88 mm lui permettait de calculer les corrections pour différentes portées sans instrument de mesure. Lors de la bataille de Kursk en 1943, Wittmann acquit une notoriété dans les milieux militaires spécialisés. En une seule journée de combat, son Tigre détruisit 30 véhicules blindés soviétiques sous le feu constant de l'artillerie ennemie. Cet exploit témoignait non seulement d'une maîtrise technique, mais aussi d'un sang-froid qui impressionna même les vétérans aguerris par des années de combat. Cependant, l'épisode qui le propulsa vers la célébrité mondiale eut lieu le 13 juin 1944, dans les rues de Villers-Bocage, en Normandie. Ce matin-là, des membres du 7e régiment de chars britanniques avançaient avec assurance sur la route principale, ignorant qu'un tigre solitaire les observait depuis une colline voisine. Wittmann, commandant le Tigre 222, lança son attaque avec une précision chirurgicale. En 15 minutes de tir nourri, il anéantit complètement la formation ennemie, 11 chars, 15 véhicules blindés de transport de troupes et 2 canons anti-chars britanniques furent réduits à l'état de débris fumants. La colonne, surprise et désorganisée, se désintégra sous l'impact des obus allemands. L'essentiel n'était pas l'action elle-même, mais sa documentation. Des caméramans allemands ont filmé méticuleusement les suites de l'attaque, capturant les rangées de véhicules britanniques détruits et la silhouette de Wittmann sortant triomphalement de son Tigre. Ces images sont parvenues à Berlin en 24 heures. Joseph Goebbels a immédiatement perçu le potentiel propagandiste de ces images. Villers-Bocage est devenu la parfaite démonstration de la supériorité individuelle allemande sur les forces industrielles alliées. En une semaine, les images ont été diffusées dans tous les journaux télévisés du Reich, accompagnées d'un récit épique présentant Wittmann comme l'incarnation du guerrier germanique. La convocation personnelle d'Hitler scellait la transformation. Oberghof,
le Führer lui décerna la croix de chevalier avec feuille de chêne, tandis que des caméras enregistraient chaque détail de la cérémonie. Des photographies de Wittmann aux côtés d'Hitler apparurent immédiatement sur les affiches de recrutement, les magazines officiels et les supports pédagogiques distribués dans tout le Reich. Wittmann avait cessé d'être un soldat pour devenir un symbole. Son image était reproduite dans les publications, son nom était invoqué dans les discours politiques, et son histoire était enseignée dans les écoles comme un exemple de l'esprit allemand invincible. Le paysan bavarois devint une icône médiatique de l'État national-socialiste. Mais cette transformation scella également son destin. Sa renommée fit de lui une cible de choix pour les services de renseignement alliés qui commencèrent à suivre systématiquement ses déplacements et à analyser ses méthodes. Les commandants britanniques et canadiens élaborèrent des contre-mesures spécifiques, déployant des Sherman Fireflies équipés de canons de 17 livres dans les secteurs où leur présence était attendue. En août 1944, la situation militaire allemande s'était tellement détériorée que même les exploits individuels les plus spectaculaires ne pouvaient masquer la réalité d'une défaite imminente. La supériorité aérienne alliée avait transformé tout mouvement diurne allemand en opération suicidaire. Les Tigres, redoutables en combat direct, devenaient vulnérables sous le feu incessant des chasseurs bombardiers. Le 8 août, Wittmann reçut l'ordre d'intercepter une offensive canadienne près de Saint-Aignan de Cramesnil. Sa mission était de stopper l'avancée ennemie vers Falaise, avec seulement 6 Tigres de la SS Panzer Abteilung 101. C'était une mission impossible, affronter des colonnes blindées supérieures, sans soutien aérien ni d'artillerie. Le piège était refermé près de Sinto. Des unités du Northamptonshire Yeomanry et du régiment de la Chaudière avaient préparé une embuscade en profitant de la topographie locale. Les Sherman Firefly restèrent cachés dans un bosquet, leurs canons pointés vers la voie d'approche allemande prévue. Wittmann avançait en tête de sa formation, suivant le schéma tactique qu'il avait rendu célèbre. Son Tigre 7 était parfaitement visible en terrain découvert, constituant une cible idéale pour les artilleurs spécialement entraînés à le détruire. À 800 mètres de distance, plusieurs Firefly ouvrirent le feu simultanément. Le premier coup pénétra le blindage latéral, mais ne fut pas immédiatement mortel. Le second obus, tiré sous un angle différent, toucha l'arrière du châssis où étaient stockées les munitions principales. L'explosion qui en résulta fut catastrophique. La déflagration arracha complètement la tourelle, la projetant à plus de 10 mètres du véhicule. Aucun des 5 membres d'équipage ne survécut. Wittmann, son mitrailleur, son chargeur, son pilote et son opérateur radio périrent sur le coup lorsque l'explosion désintégra l'intérieur du Tigre. Leurs corps étaient calcinés au point d'être méconnaissables, réduits à l'état de fragments d'os éparpillés parmi les débris métalliques. Des photographies prises après la bataille montrent un cratère fumant à l'endroit où les munitions avaient explosé, avec des fragments de blindage dispersés sur un rayon de 50 mètres. La force de l'explosion était telle que des composants du moteur ont été retrouvés à 100 mètres du point d'impact initial. L'ironie était parfaite. L'homme créé par les caméras allemandes était filmé par des opérateurs britanniques. Mais ces images ne furent jamais diffusées par les Alliés. La propagande nazie, quant à elle, préféra maintenir Wittmann comme porté disparu, plutôt que d'admettre que leur symbole d'invincibilité avait été détruit. Pendant 40 ans, l'emplacement exact de ces restes est resté incertain, alimentant les théories du complot sur leur survie. Ce n'est qu'en 1983, lorsque l'historien Jean-Paul Palude organisa des fouilles systématiques, que furent retrouvés des fragments dentaires correspondant aux dossiers médicaux de Wittmann. L'analyse médico-légale a révélé des détails choquants. La température interne du Tigre était suffisamment élevée pour faire fondre des composants en acier. 5 corps réduits à l'état de fragments d'os calcinés. Des munitions ayant explosé en chaîne pendant plusieurs minutes. Le mythe de l'invincibilité avait été réduit en cendres, dispersé sur un champ de bataille de Normandie. Les restes furent finalement transférés au cimetière militaire allemand de la Cambe, où ils reposent dans une fosse commune portant simplement les noms des membres de l'équipage. Aucune référence à des actes de combat, des décorations ou des exploits de propagande n'est mentionnée. Le symbole avait retrouvé son statut de soldat mort. Walter Knipp, le mystère de la mort sans ennemi. Le cas du SS Sturmbannführer Walter Knipp représente une anomalie inquiétante dans les annales militaires.
Un commandant d'élite qui a péri dans des circonstances si obscures que la vérité n'a jamais été pleinement révélée. Sa mort illustre à quel point la pression psychologique de la guerre peut être plus destructrice que le feu direct de l'ennemi. Knip incarnait le prototype de l'officier prussien moderne. Né à Lonnen, en Prusse orientale, en 1909, il avait gravi les échelons avec brio, passant de la police berlinoise au commandement d'unités blindées d'élite. Sa carrière avait suivi un parcours impeccable, discipliné, efficace et politiquement fiable. En 1944, à l'âge de 35 ans, Knip commandait la SS Panzerabteilung 17 de la 17e division SS Panzergrenadier Götz von Berlichingen, nouvellement formée. Sur le papier, c'était une mission prestigieuse. En réalité, c'était une mission impossible, créer une unité blindée efficace à partir de ressources inexistantes. La division subsistait principalement grâce à des formalités administratives. Les véhicules arrivaient en nombre limité, le personnel expérimenté était rare et le moral était mis à rude épreuve par les nouvelles de plus en plus décourageantes en provenance du front de l'Est. Knip était confronté à des exigences contradictoires. Préparer rapidement une force de combat efficace avec un équipement et un personnel insuffisants. Des rapports internes de la division, conservés dans les archives militaires, révèlent une tension croissante. Knip avait demandé à plusieurs reprises des prolongations de formation, de meilleurs approvisionnements et du personnel plus qualifié. Ses supérieurs répondirent en exigeant une accélération des préparatifs et en lançant des avertissements voilés sur les conséquences d'un échec. L'entraînement se déroulait dans des conditions précaires. Les exercices à tir réel étaient particulièrement dangereux en raison de l'inexpérience de nombreux soldats et de la pression pour accélérer le rythme des préparatifs. Les accidents étaient fréquents, mais la nécessité de préparer la division avant le débarquement allié prévu rendait impossible la suspension des exercices. Le 22 avril 1944, lors d'exercices dans les champs près de Fross, dans le département de la Vienne, en France, un terrible incident se produisit. Selon le rapport officiel de la division, un obus d'artillerie mal dirigé explosa près de la position où Knip supervisait les manœuvres. Les éclats d'obus le tuèrent sur le coup. Cependant, les témoignages des témoins oculaires ont donné des récits contradictoires qui n'ont jamais été pleinement conciliés. Certains officiers ont rapporté avoir entendu une explosion, tandis que d'autres ne se souvenaient pas d'avoir entendu des tirs d'artillerie à ce moment précis. La position du corps concordait avec de multiples explications de l'incident. Le SS Hauptsturmführer Karl von Eichwald, présent sur les lieux, a déclaré lors d'un interrogatoire allié en 1961 « Nous n'avons pas vu l'obus. Nous avons seulement entendu l'explosion et lorsque nous avons couru, Knip était déjà allongé sur le sol. Il y avait une grande confusion. Je ne peux pas dire avec certitude s'il s'agissait d'un accident ou de quelque chose de plus grave. » La version alternative, qui circulait à voix basse mais jamais officiellement confirmée, suggérait un suicide. Selon cette théorie, Knip, accablé par l'impossibilité d'exécuter ses ordres avec des ressources insuffisantes et confronté à la perspective de diriger une unité improvisée contre la machine militaire alliée, aurait choisi de mettre fin à ses jours avec son pistolet de service. Les preuves matérielles corroboraient les deux interprétations. La position du corps correspondait à des éclats d'obus et à des blessures par balles auto-infligées. Ces blessures auraient pu être expliquées par des fragments d'artillerie ou une balle de pistolet. Aucune autopsie détaillée n'a été pratiquée et les dossiers médicaux ont disparu lors de la retraite allemande après le jour J. La division a agi rapidement pour étouffer toute controverse. Le rapport officiel a été classé comme document sensible. Toute discussion sur l'incident entre officiers a été explicitement interdite et le récit de l'accident a été établi comme une vérité institutionnelle incontestable. Une photographie, brièvement publiée dans le bulletin interne de la division avant d'être retirée, montre le cercueil de Knip porté par 4 soldats de la garde d'honneur. Le cercueil est drapé du drapeau allemand et l'expression des porteurs reflète une solennité qui transcende le protocole militaire habituel. La confusion qui entoure son lieu de sépulture ajoute une dimension supplémentaire au mystère. Les documents officiels indiquent qu'il a été inhumé au cimetière militaire de Thouars, dans les Deux-Sèvres.
Cependant, les recherches ultérieures menées par des historiens militaires et des généalogistes suggèrent de multiples exhumations et transferts. Une lettre du Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge datée de 1958 évoque la possibilité que la dépouille ait été transférée au cimetière de Poitiers, bien qu'aucune pierre tombale portant son nom n'existe à cet endroit. En 1984, un historien local a découvert une tombe anonyme portant les initiales WK dans la section des officiers de la Waffen-SS à la Cambe, mais il n'a jamais été confirmé qu'elle contenait sa dépouille. Au sein de la 17e division SS Panzergrenadier, Kniep fut rapidement élevé au rang de martyr et de symbole. Des tracts internes furent distribués soulignant sa discipline, son courage et son dévouement absolu à la cause allemande. Son portrait fut placé à une place d'honneur à l'entrée du quartier général divisionnaire. Le Panzerabteilung 17 fut familièrement surnommé le bataillon Kniep par ses membres. Dans les mois qui suivirent l'incident, ses plus proches subordonnés invoquèrent son nom à plusieurs reprises dans leurs discours de motivation aux troupes. Il était présenté comme l'exemple suprême de l'officier qui avait donné sa vie pour l'Allemagne, même à l'arrière. Le fait qu'il soit mort sans engager directement l'ennemi et dans des circonstances obscures fut soigneusement omis de ses récits héroïques. La propagande interne SS transforma sa mort en un acte de loyauté absolue. Il était mort au service de la patrie jusqu'au bout, préparant les autres à la bataille décisive. Lorsque la 17e division entra enfin au combat après le débarquement de Normandie, nombre de ces soldats portèrent en eux l'image idéalisée de Walter Kniep comme source d'inspiration. Sa mémoire fut invoquée lors des affrontements acharnés contre les forces alliées, devenant un symbole de résistance jusqu'au bout. La réalité opérationnelle à laquelle Kniep avait été confronté s'est brutalement manifestée lors de ses engagements. La division, mal entraînée et mal équipée, a subi des pertes dévastatrices lors de ses premiers affrontements avec les troupes alliées expérimentées. Les problèmes identifiés par Kniep lors de l'entraînement se sont matérialisés par des défaites tactiques qui ont confirmé ses pires craintes. Helmut Wendorf, la génération perdue sur sa dernière charge. Helmut Max Ernst Wendorf représentait un phénomène générationnel unique. De jeunes Allemands entièrement façonnés par le système national-socialiste, préparés dès l'adolescence à la guerre totale et anéantis lorsque le monde qu'ils connaissaient s'est effondré sous leurs pieds. Sa mort en Normandie symbolisait la fin d'une génération qui n'avait connu que le conflit armé. Né en 1920, Wendorf grandit pendant la transformation radicale de l'Allemagne sous le régime nazi. Son éducation à la Napola de Naumbourg ne fut pas seulement académique. Elle constitua une immersion totale dans une vision du monde qui présentait la guerre comme l'état naturel de l'homme supérieur et la conquête comme la destinée manifeste du peuple allemand. Ces écoles modèles du Reich fonctionnaient comme des laboratoires d'ingénierie sociale. Les élèves rivalisaient férocement dans tous les aspects du développement physique, intellectuel et militaire. Le programme combinait excellence académique et profond endoctrinement idéologique, formant des jeunes techniquement compétents mais farouchement loyaux au régime. À l'âge de 19 ans, lorsque Wendorf entra à la SS Junkerschule de Bad Tölz, il avait pleinement intériorisé les valeurs du nouvel ordre. Sa formation militaire de 18 mois affina cette mentalité, formant des commandants qui ne faisaient aucune distinction entre compétences professionnelles et engagement idéologique. L'Académie de Bad Tölz était considérée comme l'institution militaire la plus sélective du Troisième Reich. Les méthodes d'enseignement allient une rigueur technique extrême à une compétition acharnée entre les cadets. Les instructeurs, vétérans de nombreuses campagnes, inculquait non seulement des connaissances tactiques, mais aussi une mentalité offensive, privilégiant l'audace à la prudence. Wendorf excellait particulièrement dans les exercices de combat blindés, démontrant une compréhension instinctive de la coordination entre chars, artillerie et infanterie. Sa capacité à garder son calme sous la pression et à prendre des décisions rapides dans des situations complexes le distinguait de ses camarades tout aussi motivés et préparés. Après avoir obtenu son diplôme de SS Untersturmführer en décembre 1942, il fut affecté directement à la 13e compagnie Tigre du SS Panzer Régiment 1. Cette désignation représentait un honneur extraordinaire pour un si jeune officier, reflétant à la fois ses capacités exceptionnelles et les besoins désespérés de l'armée allemande sur le front de l'Est.
C'est à cette époque qu'il rencontre Michael Wittmann et commence à combattre à ses côtés. La relation qui s'établit est strictement professionnelle, fondée sur le respect mutuel des capacités tactiques et une compréhension commune des exigences du combat blindé. Wittmann, 5 ans plus âgé que Wendorf et fort d'une expérience considérable, reconnaît immédiatement son potentiel. Son premier test majeur eut lieu lors de la bataille de Kursk en juillet 1943. Opérant dans le secteur sud du saillant, Wendorf, commandant son Tigre 435, prit part à l'assaut initial contre les défenses soviétiques méticuleusement préparées pendant des mois avant l'attaque allemande. Durant les premiers jours de l'offensive, son unité affronta d'importantes concentrations de chars T-34 camouflés et de canons anti-chars KV en position préparée. Wendorf fit preuve d'un sang-froid exceptionnel, même lorsque son Tigre reçut des tirs directs qui, sans pénétrer le blindage, provoquèrent des ondes de choc dévastatrices à l'intérieur du véhicule. Lors d'une action particulièrement remarquable près de Prokhorovka, Wendorf et son équipage détruisirent 7 T-34 en moins de 20 minutes, manœuvrant entre les positions défensives soviétiques tout en essuyant les tirs croisés de l'artillerie et des chars ennemis. Cet exploit démontra une maîtrise technique dépassant de loin les attentes d'un commandant de son âge. Après l'échec de l'offensive allemande à Kursk, l'unité de Wendorf fut transférée en Ukraine pour participer au combat d'arrière-garde lors de la retraite stratégique allemande vers le Dnieper. C'est au cours de ces engagements défensifs qu'il consolida sa réputation de spécialiste des embuscades et du combat de position. Leur méthode préférée consistait à exploiter la topographie locale pour établir des positions de tir dissimulées, à attendre que les colonnes blindées soviétiques s'approchent à portée mortelle et à ouvrir un feu concentré avant de se replier rapidement vers de nouvelles positions. Cette tactique minimisait l'exposition du Tigre tout en maximisant les dégâts infligés à l'ennemi. Le 6 juin 1944, le débarquement allié en Normandie bouleversa la situation stratégique de l'Allemagne. L'ouverture du deuxième front occidental obligea le haut commandement à redéployer des forces d'élite et la Leibstandart SS Adolf Hitler fut transférée de l'Est vers la France. Pour Wendorf, ce transfert représentait un changement radical dans les conditions de combat. Le terrain normand, caractérisé par de petits champs entourés d'épaisses haies appelées bocages, était radicalement différent des vastes steppes ukrainiennes où il avait développé sa tactique. Les haies bocagères, parfois hautes de plusieurs mètres et extrêmement denses, canalisaient les déplacements des véhicules sur des itinéraires prévisibles. Les tigres, redoutables au combat à longue distance en terrain découvert, devenaient maladroits et vulnérables dans le dédale des routes rurales étroites. Wendorf établit des positions défensives à l'est du Mesnil-Raoul, préparant des embuscades le long des principaux axes de progression vers Caen. Son Tigre 211 opéra en coordination avec d'autres véhicules de la 13e compagnie SS, mais la situation se dégrada de jour en jour en raison du manque de carburant, de la perte de couverture aérienne et des tirs constants de l'artillerie alliée. Les archives de l'unité montrent que, durant les premières semaines de juillet, Wendorf participa à de multiples escarmouches contre des patrouilles blindées britanniques et canadiennes qui sondaient les défenses allemandes. Ces actions reflétaient la pression constante exercée par les forces alliées et l'incapacité allemande à maintenir des lignes défensives stables. L'offensive canadienne, Opération Totalise, lancée le 8 août 1944, constituait le dernier effort allié pour percer les défenses allemandes au sud de Caen. Cette opération, qui impliquait des centaines de chars Sherman, était spécifiquement conçue pour contrer les tactiques défensives allemandes. Les stratèges alliés avaient soigneusement étudié les méthodes allemandes et développé des contre-mesures spécifiques. Les Sherman Fireflies, équipés de canons de 17 livres, pouvaient pénétrer le blindage du Tigre Prime à des distances considérables. Les tactiques alliées avaient évolué pour neutraliser les avantages traditionnels des Allemands. Le 6 août, le Tigre de Wendorf fut détecté par la reconnaissance aérienne alliée alors qu'il manœuvrait vers une nouvelle position près du Mesnil. Les rapports des services de renseignement britanniques identifièrent la présence d'au moins 3 tigres dans la zone, ce qui conduisit au déploiement d'unités anti-chars spécialisées. Un rapport canadien du régiment de fusiliers de Sherbrooke décrit l'engagement final avec une précision technique remarquable.
Aux premières heures du 6 août, un Tigre allemand fut repéré près d'un carrefour rural alors qu'il tentait de déborder une colonne canadienne avançant en formation de marche. Les artilleurs du Firefly, stratégiquement dissimulés dans les haies du bocage, attendirent que le Tigre soit à moins de 600 mètres avant d'ouvrir le feu. Le premier tir toucha le flanc du véhicule, mais ne parvint pas à pénétrer le blindage principal, bien que le choc désorienta temporairement l'équipage. Le deuxième obus, tiré sous un angle légèrement différent, a touché l'arrière de la tourelle, là où le blindage était considérablement plus fin. La pénétration a provoqué une explosion interne qui a fait exploser les munitions stockées dans le compartiment principal. L'explosion était visible à plusieurs kilomètres. Wendorf et tout son équipage périrent sur le coup lorsque l'explosion désintégra l'intérieur du Tigre. Les cartes opérationnelles alliées situent la position finale du Tigre 211 à environ 2 km au nord-est de Mesnil, à un carrefour contrôlant l'accès à plusieurs routes secondaires vers Caen. La reconstitution tactique indique que Wendorf avait tenté d'exécuter une manœuvre de flanc classique contre l'unité canadienne, mais l'absence de sa propre reconnaissance aérienne et le manque d'informations à jour sur les positions ennemies l'ont conduit directement dans un piège préparé. Une photographie aérienne prise le 9 août montre un cratère fumant et les restes d'un châssis de véhicule blindé à l'emplacement indiqué. Les unités allemandes en retraite n'ont pas réussi à récupérer l'épave du Tigre ni à organiser l'évacuation des corps, confirmant ainsi le statut de Wendorf, porté disparu. Johannes Bölter et Otto Carius, survivants de l'enfer oriental. Johannes Bölter et Otto Carius représentent une catégorie unique parmi les tankistes allemands. Des vétérans ayant survécu au conflit le plus brutal de l'histoire moderne, accumulant des records de destruction qui les placent parmi les combattants les plus meurtriers du XXe siècle. Leurs carrières ultérieures illustrent comment la maîtrise de l'anéantissement peut coexister avec l'intégrité morale individuelle. Otto Carius est né à Deux Ponts en 1922 dans une famille bourgeoise qui valorisait l'éducation et le service public. Sa silhouette frêle lui valut d'abord 2 refus de l'armée allemande, qui le jugeait inapte au service d'infanterie. Sa persévérance lui permit finalement de s'engager dans la Wehrmacht en 1940. Johannes Bölter, né à Mülheim en 1915, était issu d'un milieu industriel modeste. Sa formation technique en plomberie et en maçonnerie avant son engagement en 1933 lui a permis d'acquérir une connaissance pratique de la mécanique et des matériaux qui s'avéreraient précieuses durant sa carrière de pétrolier. Tous deux furent transférés en 1943 au Schwerpanzerabteilung 502, une unité de chars lourds opérant sur le secteur nord du front de l'Est. Cette formation s'était forgée une solide réputation lors des combats autour de Leningrad et dans les forêts marécageuses des républiques baltes. Carius fut affecté à la première compagnie comme commandant du Tigre, tandis que Bölter assumait des responsabilités similaires dans une autre section du bataillon. Leur méthode tactique différait sensiblement. Carius était méticuleux et extrêmement précis, préférant étudier attentivement le terrain avant de s'engager. Bölter était plus direct, misant sur la rapidité et la surprise tactique. L'engagement le plus célèbre de Carius eut lieu le 22 juillet 1944 lors de la bataille de Malinava. Aux côtés d'Albert Kercher, il détruisit 17 chars soviétiques T-34 en moins de 20 minutes. Carius détruisit personnellement 10 véhicules, tandis que Kercher en détruisit 4 autres. Cette action consolida sa réputation d'un des artilleurs les plus meurtriers de la guerre. Sa méthode alliait une patience extrême à une précision chirurgicale. Il établissait des positions d'embuscade à la lisière des forêts ou sur des élévations naturelles, attendant que les colonnes soviétiques soient à portée idéale avant d'ouvrir le feu. Sa connaissance approfondie de la balistique du canon de 88 mm était telle qu'il calculait instinctivement les corrections à apporter aux différentes distances et conditions météorologiques. Bölter avait développé un style plus dynamique, basé sur des manœuvres rapides et des tirs en mouvement. Lors d'une action marquante en février 1944, près de Narva, son Tigre détruisit 8 T-34 en progressant à travers une forêt sous les tirs croisés de l'artillerie soviétique. Cette capacité à maintenir une efficacité offensive dans des conditions extrêmes le distingua même parmi les tankistes d'élite. En 1943 et 1944, tous deux accumulèrent des records de destruction exceptionnels.
Carius est officiellement crédité de la destruction de 150 chars ennemis, tandis que Bölter réalisa 139 victoires confirmées et plus de 40 canons anti-chars. Ces chiffres les placèrent parmi les combattants individuels les plus efficaces de toute la guerre. Tous deux furent grièvement blessés à plusieurs reprises. Carius fut blessé à la jambe gauche en juillet 1944, se brisant le fémur et nécessitant une hospitalisation de plusieurs semaines. Sa détermination le poussa à reprendre du service avant de se rétablir complètement et de prendre le commandement d'un Jagdtiger plus tard dans l'année. Bölter a accumulé des blessures causées par des éclats d'obus au cours de plusieurs engagements. En février 1944, il a été touché par une explosion de mortier près de Tchernigov. Malgré ses blessures, il a insisté pour rester aux commandes de son Tigre jusqu'à ce que le repli de son unité vers des positions plus sûres soit assuré. Dans des entretiens réalisés des décennies plus tard, tous deux exprimèrent des opinions critiques à l'égard du commandement militaire allemand. Carius condamna particulièrement ouvertement les officiers supérieurs, les accusant de se préoccuper davantage de considérations politiques que de la vie de leurs soldats. Dans ses mémoires, Tigre dans la boue, il écrivit « Je n'avais pas peur de l'ennemi, j'avais peur des idiots qui nous donnaient des ordres depuis l'arrière. » Cette perspective critique s'était développée au fil de mois de combats incessants. Ils avaient été témoins de décisions tactiques désastreuses prises par des commandants inexpérimentés, d'ordres impossibles à exécuter compte tenu du terrain et d'un mépris généralisé des réalités opérationnelles auxquelles étaient confrontées les unités de première ligne. Durant les derniers mois du conflit, aucun d'entre eux ne commandait de division entière. Ils avaient été réaffectés comme instructeurs tactiques dans des centres d'entraînement où leur expérience pratique était considérée comme précieuse pour préparer les nouvelles générations de tankistes qui seraient envoyés au front avec une formation minimale. Carius fut transféré au commandement de la Jagdtiger Compagnie 512, équipée de chasseurs de chars de 71 tonnes armés de canons de 128 mm. Ces véhicules, bien qu'extrêmement efficaces en termes de puissance de feu, souffraient de problèmes mécaniques constants et d'une mobilité extrêmement limitée. Bölter fut affecté à des missions d'entraînement à l'ouest, préparant des unités improvisées pour se défendre contre l'invasion alliée. Durant cette période, tous deux furent témoins de la dissolution progressive de l'armée allemande, chars à court de carburant, soldats au moral bas et commandements sans direction cohérente. L'usure n'était pas seulement physique. Dans ses mémoires, Carius relate des épisodes troublants de déliquescence morale, des officiers exécutant des prisonniers sans procès militaire, des soldats vétérans se suicidant plutôt que de se rendre aux forces soviétiques et la discipline militaire se désintégrant sous la pression d'une défaite évidente. Bölter a choisi de garder le silence sur ces aspects de son expérience. On ne connaît aucune lettre personnelle, aucun journal intime, ni aucun récit de ces derniers mois de guerre. Les seules archives disponibles sont des rapports officiels le décrivant comme physiquement et mentalement épuisé, prématurément vieilli, mais formellement impeccable dans l'exercice de ses fonctions. Après la capitulation allemande en mai 1945, Carius fut capturé par les forces américaines et passa des mois dans des camps de prisonniers de guerre alliés. Durant cette période, il fut longuement interrogé sur les tactiques des blindés allemands et participa involontairement à la rédaction de rapports techniques utilisés par les Alliés. Après sa libération en 1946, Carius prit une décision surprenante, se consacrer à l'étude de la pharmacie. Ce choix reflétait à la fois son désir d'échapper à l'armée et sa recherche d'activités utiles à la société civile. En 1956, après avoir terminé ses études, il fonda la Tigers Apotheke à Erschweiler-Petersheim. En 1960, Carius publia ses mémoires, intitulées « Tigre dans la boue », qui devinrent une référence incontournable pour les spécialistes de la guerre blindée. L'ouvrage se caractérise par son ton réfléchi et sa franchise douloureuse, évitant toute glorification du conflit ou tout prétexte idéologique. L'ouvrage contient une déclaration qui résume sa perspective morale. « Je n'ai pas combattu pour Hitler. J'ai combattu pour les hommes qui étaient avec moi à bord du Tigre. » Cette distinction entre loyauté personnelle et allégeance idéologique est devenue un thème récurrent dans les récits des vétérans allemands,
qui tentait de concilier l'expérience militaire avec les implications morales du régime. Johannes Bölter, à l'inverse, disparut complètement dans l'anonymat de l'Allemagne de l'Ouest d'après-guerre. Il s'installa dans une petite ville industrielle où personne ne connaissait son passé militaire, évitait toute exposition publique et refusait systématiquement les demandes d'interview ou de collaboration avec les historiens. Bölter vécut discrètement jusqu'à sa mort en 1987, occupant des emplois civils subalternes et entretenant des contacts minimes, même avec les autres vétérans de son unité. On ne connaît aucun témoignage public, livre, déclaration ou lettre postérieure à 1945. Son nom continua d'apparaître dans les archives historiques, mais sa voix personnelle resta muette. Dans ses rares déclarations publiques, Carius a clairement indiqué que le fardeau le plus difficile à porter après la guerre n'était pas son uniforme ou son grade, mais les décisions morales prises sous le feu ennemi. Son livre est une longue méditation sur la frontière entre obéissance militaire et responsabilité morale individuelle. Bölter incarne la réponse inverse, une efficacité militaire sans explication verbale, l'exécution des ordres sans réflexion publique ultérieure. Son silence absolu était peut-être une façon de gérer la culpabilité ou un traumatisme psychologique ou simplement un désir d'oublier complètement une expérience qui avait marqué sa vie. Rudolf von Ribbentrop, l'héritage maudit et la recherche de l'honneur individuel. Rudolf von Ribbentrop incarne un paradoxe historique unique. Fils de l'architecte diplomatique de l'Holocauste, il cherchait désespérément à démontrer sa valeur personnelle par le combat direct. Son histoire illustre comment même les noms de famille les plus compromettants peuvent coexister avec des actes de courage individuel authentiques. Né en 1921, Rudolf grandit à l'épicentre du pouvoir nazi. Son père, Joachim von Ribbentrop, passé de négociant en vain à ministre des Affaires étrangères, devint l'un des principaux artisans de la politique d'extermination du régime. Ce lien familial fixa les repères existentiels de Rudolf. Toute sa vie serait une lutte contre le poids de son héritage. Lorsque la famille s'installe à Londres en 1936, suite à la nomination de son père comme ambassadeur, Rudolf est inscrit à la prestigieuse Westminster School. Cependant, sa présence ne passe pas inaperçue. Lorsque la presse britannique découvre et publie son identité, le risque d'un scandale diplomatique le contraint à quitter l'école immédiatement. Cette expérience précoce d'exposition publique et de rejet social dû à son nom de famille a profondément façonné sa personnalité. Dès l'adolescence, il a développé une détermination farouche à être jugé sur ses propres actions, plutôt que sur les positions politiques de son père. Lorsque la guerre éclata en septembre 1939, Rudolf avait à peine 18 ans, mais il choisit immédiatement de s'engager volontairement dans la Waffen-SS. Cette décision surprit de nombreux observateurs. Le fils du ministre des Affaires étrangères aurait pu opter pour des postes stables dans la bureaucratie du régime. Son explication fut simple. « Je voulais être perçu comme un soldat compétent, pas comme le fils privilégié de quelqu'un. Le seul endroit où je pouvais le prouver, c'était sous le feu ennemi. » Cette déclaration résume l'état d'esprit qui allait guider toute sa carrière militaire. La quête constante de reconnaissance par la performance au combat. Initialement affecté au bataillon de remplacement de la SS Standard Deutschland, avec le grade de SS Rotenführer, il connut son baptême du feu lors de la campagne de Pologne, participant à plusieurs engagements contre des unités résistant à l'avancée allemande. Ses performances sous le feu furent appréciées, ce qui lui valut décoration et promotion. Lors du débarquement de France en 1940, Ribbentrop participa à de multiples actions offensives qui lui permirent de démontrer son leadership dans des conditions de combat réalistes. Lors d'une action près de Sedan, il mena une charge à la baïonnette contre une patrouille française retranchée, contribuant à la reddition de la position. Cette opération lui valut la Croix de Fer, 2e classe. Au cours de cette même campagne, il reçut sa première blessure lorsqu'un fragment de balle lui transperça l'avant-bras droit. Malgré la douleur et la perte de sang, il insista pour rester avec son unité jusqu'à la fin de la mission. Cette attitude de sacrifice personnel allait perdurer tout au long de sa carrière. Il fut ensuite affecté à l'Aufklärungsabteilung de l'Alpenkorps, une unité spécialisée qui le vit combattre en Norvège et en Finlande. Le terrain arctique présentait des défis uniques.
Températures extrêmes, visibilité limitée et conditions logistiques extrêmement difficiles. En 1941, avec le début de l'opération Barbarossa, son unité fut déployée dans le secteur nord du front de l'Est au sein du SS Kampfgruppe Nord. Sa performance face aux forces soviétiques lui valut la Croix finlandaise de la Liberté, 4e classe, mais aussi une seconde blessure. Une balle ennemie lui fracturait l'avant-bras gauche. La gravité de ces blessures nécessita son évacuation vers l'hôpital personnel d'Heinrich Himmler à Hohenlychen, un établissement médical d'élite réservé aux officiers SS de haut rang. Durant sa convalescence, Ribbentrop eut l'occasion de réfléchir à la nature du conflit et aux implications de son service militaire. Après sa convalescence, il fut transféré au régiment blindé de la Leibstandart SS Adolf Hitler. Cette affectation constituait une reconnaissance de ses qualités de chef et lui donnait l'occasion de démontrer son habileté au combat blindé. Commandant de peloton au sein de la 6e compagnie, il participa à certaines des batailles les plus sanglantes du front de l'Est. Son rôle lors de la première bataille de Kharkov en 1943 fut particulièrement remarquable, lui valant d'autres blessures. Des blessures par balle à l'omoplate droite, à l'épaule gauche et même une lésion pulmonaire. Malgré la gravité de sa blessure, il refusa l'évacuation médicale et resta avec son unité pendant toute la durée de la bataille. Lors de la bataille de Koursk, le 13 juillet 1943, von Ribbentrop et son unité réussirent à stopper une offensive blindée soviétique en utilisant leur Tigre pour créer une barrière défensive. Cette action lui valut la croix de chevalier de la Croix de Fer le 15 juillet, l'une des décorations militaires les plus prestigieuses de l'armée allemande. Il fut ensuite transféré à la 12e division SS Hitlerjugend, où il prit le commandement de la 3e compagnie du 1er bataillon du Panzer Régiment 12. Cette unité était composée principalement de très jeunes volontaires, dont de nombreux anciens membres des jeunesses hitlériennes, enrôlés directement dans le service militaire. Lors du débarquement allié en Normandie en 1944, son unité affronta les forces canadiennes dans la campagne caennaise. En une seule journée de combat, le 7 juin, son peloton réussit à détruire 27 chars Sherman ennemis, un exploit documenté par les services de renseignement canadiens. Sa dernière participation majeure eut lieu lors de l'offensive des Ardennes en décembre 1944, une opération conçue par Hitler comme le coup de grâce destiné à changer le cours de la guerre occidentale. Ribbentrop commanda Tigre lors d'une campagne qui surprit initialement les forces alliées, mais qui finit par échouer. Au cours de cette offensive, son unité réussit à détruire 24 véhicules blindés alliés avant l'arrêt de l'opération. Cependant, le 20 décembre, il fut à nouveau blessé par une explosion d'artillerie qui lui causa de graves blessures au visage. Malgré la douleur, il resta au front jusqu'à l'ordre de repli. Durant les derniers mois de la guerre, Ribbentrop combattit comme fantassin en Hongrie et en Autriche, participant aux ultimes opérations défensives désespérées du Reich en déclin. Le 8 mai 1945, lui et son unité se rendirent à l'armée américaine. Sa captivité fut immédiatement compliquée par son nom de famille. Pendant plus de 3 ans, il resta emprisonné par les Alliés, interrogé sur les activités de son père et faisant l'objet d'une enquête pour de possibles crimes de guerre. Les interrogateurs cherchaient particulièrement à déterminer s'il avait participé à l'exécution de prisonniers canadiens, l'accusation précise qu'il aurait ordonné ou participé à l'exécution de 2 soldats canadiens capturés lors d'affrontements près de Caen. Cependant, les preuves se sont avérées insuffisantes et plusieurs témoins ont affirmé qu'au moment des faits, Ribbentrop était blessé et hors de combat. Lors des interrogatoires, il fut constamment interrogé sur son père, qui avait alors été condamné à mort à Nuremberg et exécuté le 16 octobre 1946. Les autorités alliées espéraient obtenir des informations supplémentaires sur les activités diplomatiques du Troisième Reich, mais Rudolf refusa systématiquement de fournir des détails. En juillet 1948, il fut finalement libéré sans inculpation officielle. Sa libération coïncida avec le début de la guerre froide et un changement de priorité des Alliés, qui commencèrent à considérer les vétérans allemands comme des alliés potentiels contre l'expansion soviétique. Son retour à la vie civile fut extrêmement difficile. Dans une Allemagne dévastée et divisée, son nom de famille était une véritable malédiction sociale. Pendant des années, il fut contraint d'occuper des emplois subalternes,
dissimulant sa véritable identité pour éviter l'ostracisme et la discrimination. Il réussit finalement à s'établir comme négociant en vin, un métier qui lui permit de rester discret tout en reconstruisant sa vie personnelle. Ce choix de carrière était quelque peu ironique, car son père avait débuté sa carrière dans le même secteur avant de se lancer en politique et en diplomatie. Pendant des décennies, Rudolf a évité toute exposition publique, refusant systématiquement les demandes d'interview des historiens et des journalistes. Son silence a finalement été rompu en 2008, à l'âge de 87 ans, avec la publication de son livre « Mein Vater », Joachim von Ribbentrop. L'ouvrage suscita une vive controverse dès sa publication. Bien que Rudolf ne défendit pas explicitement le national-socialisme, il ne s'en distancia pas totalement ni ne condamna sans réserve les actions de son père. Il comportait des photographies inédites de son enfance, de ses rencontres diplomatiques avec Hitler et même de moments privés au Berghof. Les critiques ont été mitigées. Certains historiens ont salué le livre comme un témoignage historique précieux, offrant un aperçu unique du fonctionnement interne du régime nazi. D'autres l'ont critiqué, le qualifiant de justification tardive d'une idéologie vaincue ou de tentative de réhabilitation de la mémoire de son père. Le livre comprend une description détaillée des derniers jours d'Hitler dans le bunker de Berlin, basée sur les témoignages directs de son père. Selon Rudolf, Joachim avait décrit un Führer physiquement malade, mentalement déséquilibré et complètement déconnecté des réalités militaires du Reich. Rudolf von Ribbentrop est décédé le 20 mai 2019, à l'âge de 98 ans, à Rheingau, en Allemagne. Sa longévité lui a permis d'assister à la transformation profonde de l'Europe, de l'avènement du Troisième Reich à l'unification allemande et à l'intégration européenne. Au cours de ces dernières années, il avait exprimé une perspective nuancée sur sa propre expérience. Lors d'entretiens limités, il avait reconnu avoir servi un régime criminel, mais avait affirmé que sa loyauté était tournée vers ses compagnons d'armes plutôt que vers l'idéologie politique du système. Kurt Knispel et Karl Wilhelm Kroth, l'extinction des derniers A. Les derniers mois du Troisième Reich virent l'extinction d'une espèce militaire unique, les commandants de chars qui avaient dominé les champs de bataille durant les années d'expansion allemande. Kurt Knispel et Karl Wilhelm Kroth représentent les derniers représentants de cette catégorie, des hommes dont la maîtrise technique fut anéantie par l'effondrement systémique du régime qu'ils avaient servi. Kurt Knispel est né dans les Sudètes, en Tchécoslovaquie, en 1921, au sein d'une famille allemande des Sudètes installée dans la région depuis des générations. Contrairement à d'autres commandants issus d'académies d'élite ou ayant reçu une formation idéologique intensive, Knispel était un simple soldat de la Schwere Panzerabteilung 503, équipé de chars Tigre 1 et 2. Dès ses débuts, il se distingua par son indifférence totale à la paramilitaire et à l'orthodoxie politique. Il portait des cheveux longs en violation constante des règlements militaires, entretenait une barbe négligée et affichait un mépris absolu pour la discipline cérémonielle nazie. Son apparence contrastait radicalement avec l'idéal esthétique germanique promu par la propagande. Cependant, au combat, il était une légende vivante. Les archives lui attribuent la destruction d'au moins 168 chars ennemis, bien que des sources non officielles évaluent ce chiffre à plus de 190. Cette efficacité faisait de lui le tankiste le plus meurtrier de toute la guerre, surpassant même des personnalités médiatiques comme Whitman. Malgré ses mérites extraordinaires, Knispel n'a jamais reçu la croix de chevalier, apparemment en raison de son attitude critique envers la hiérarchie militaire, de son manque d'affiliation politique explicite et de son habitude de défendre les prisonniers soviétiques contre les abus des officiers SS. Lors d'un incident particulièrement célèbre, Knispel frappa physiquement un officier SS qui maltraitait brutalement un prisonnier russe. Cet acte lui valut le respect inconditionnel de ses camarades, mais scella définitivement son exclusion des cercles puissants. Son image, avec sa barbe et ses cheveux longs, contrastait avec l'idéal militaire allemand typique. Karl Wilhelm Kroth est né en Westphalie en 1916 dans une famille de tradition militaire modeste. Sa carrière débuta dans les années 1930 comme officier de cavalerie, mais les progrès technologiques le conduisirent à se spécialiser dans le combat blindé. Il fut transféré à la 505e division blindée lourde, où il fit preuve d'aptitudes tactiques exceptionnelles.
En 1944, il avait atteint le grade de Hauptmann et fut transféré au Panzerregiment Brandenburg, une unité improvisée opérant durant la phase finale du conflit. Son affectation coïncida avec la période de plus grande détérioration des forces allemandes, où les pénuries de carburant, de munitions et de pièces détachées avaient considérablement réduit l'efficacité opérationnelle. Durant les premiers mois de 1945, Kroth commandait une formation hétéroclite de chars Tigre 1er et 2e dans la région de Berlin, participant aux préparatifs défensifs de l'assaut final soviétique sur la capitale. Les conditions d'opération étaient désespérées. Véhicules mal entretenus, équipages épuisés et approvisionnements inexistants. Les engagements de 1945 marquèrent une transformation radicale de la nature du combat blindé allemand. Les grandes manœuvres qui avaient caractérisé les campagnes de 1941-1943 avaient été remplacées par des batailles d'usure, les véhicules étant utilisés comme points de rassemblement statique et les commandants opérant sans communications efficaces. Knispel connut cette dégradation durant ses dernières semaines de service. Fin mars 1945, il fut transféré dans des unités de l'arrière qui fonctionnèrent davantage comme des milices locales que comme des forces militaires organisées. L'effondrement de la chaîne d'approvisionnement avait transformé même les Tigres les plus modernes en obstacles immobiles. L'impact psychologique sur les vétérans tankistes fut dévastateur. La plupart comprenaient que la guerre était perdue depuis au moins l'hiver 1944, mais ils continuèrent le combat, animés par un mélange de sens du devoir, de loyauté envers leurs camarades, de terreur de la captivité soviétique et d'un sens de l'honneur militaire déformé. Au cours des dernières semaines, de nombreux vétérans ont été témoins de scènes qui ont remis en question leur compréhension de la guerre. Des soldats blessés se tirant dessus pour éviter d'être faits prisonniers, des chars utilisés comme abris pour des civils en fuite, des pilotes écrasant délibérément leurs avions avant de se rendre. Le 28 avril 1945, près de Znaïm, en Moravie, Kurt Knispel fut touché par un tir d'artillerie soviétique alors que son unité tentait d'établir une ligne défensive improvisée. Ses blessures furent mortelles et il fut enterré à la hâte dans une fosse commune, aux côtés des civils et soldats allemands morts pendant la retraite. Pendant des décennies, le sort de Knispel resta inconnu. Contrairement à d'autres tankistes célèbres dont la mort fut officiellement documentée, sa disparition eut lieu durant le chaos des derniers jours du Reich, alors que les archives militaires avaient cessé d'être systématiquement tenues. En 2013, des archéologues tchèques enquêtant sur des fosses communes datant de la guerre ont découvert des restes humains dans une fosse commune près de Vrbovec, où s'étaient déroulées les dernières batailles entre les forces allemandes et soviétiques. Parmi les objets retrouvés figurait une plaque d'identité militaire rouillée appartenant à Kurt Knispel. Une analyse dentaire ultérieure a confirmé son identité. Les restes ont révélé qu'il avait été enterré sans uniforme militaire, sans décoration, comme un simple soldat parmi les victimes anonymes de l'effondrement final. Sa tombe a été transférée au cimetière militaire allemand de Znaïm, où une simple stèle ne mentionne que son nom et les dates. Karl Wilhelm Kroth connut une fin tout aussi brutale lors de l'encerclement de Halbe, l'une des batailles finales les plus sanglantes du conflit européen. Entre le 24 avril et le 1er mai, des centaines de milliers de soldats allemands, de civils en fuite et de membres de la SS furent encerclés par les forces soviétiques dans les forêts de la Spreewald. Les récits des survivants décrivent un combat rapproché infernal, des tirs d'artillerie incessants et des situations où les soldats tiraient sans munitions, utilisant des crosses de fusil comme armes improvisées. Kroth mena sa colonne blindée à plusieurs reprises pour percer vers l'ouest, essayant d'atteindre les lignes américaines. Son dernier message radio, intercepté par les stations alliées, rapportait laconiquement « 2 obus restants, 20 litres de carburant, un réservoir immobilisé suite à des problèmes mécaniques ». Aucune autre communication de son unité ne fut enregistrée. Les archives précises de l'heure de sa mort ont été perdues dans le chaos de l'encerclement, mais son nom apparaît dans les archives du Volksbund comme étant enterré dans une fosse commune à Halbe, avec des milliers d'autres soldats allemands qui ont péri lors de tentatives désespérées de fuite vers l'ouest. Le contraste entre les débuts glorieux et la fin catastrophique de ces pétroliers illustre la transformation profonde du conflit.
Au début de la guerre, des commandants comme Wittmann avaient été élevés au rang de chevaliers modernes, d'icônes de la propagande, décorés et reçurent des visites solennelles à Berlin. En 1945, ces mêmes hommes, ou leurs successeurs, étaient rongés par la défaite, la pénurie matérielle et l'impossibilité mathématique de la victoire. Knispel et Kroth représentent des tankistes qui ne se sont jamais laissés séduire par la mythologie du Reich ou qui ont continué à obéir aux ordres jusqu'au dernier coup mais qui ont été tout aussi dévorés par l'effondrement du système. Tous deux sont morts sans médaille, sans funérailles officielles, sans honneur militaire. Leurs corps ont été enterrés dans des tombes anonymes, mêlées aux victimes civiles du conflit. Leurs histoires demeurent néanmoins le témoignage d'une génération techniquement compétente, tiraillée entre efficacité militaire et destruction idéologique. L'extinction des Panzerhasse ne marqua pas seulement la disparition d'individus exceptionnels, mais la fin d'une tradition militaire qui avait dominé les champs de bataille européens durant les années d'expansion allemande. Elle constitua également la démonstration définitive que la supériorité tactique individuelle ne pouvait compenser l'infériorité stratégique systémique.